L'histoire commence à l'intérieur d'un bâtiment abandonné, où une équipe d'agents du FBI avançait à travers des couloirs poussiéreux et pénétrait dans une pièce cachée. Plusieurs silhouettes masquées étaient là, accomplissant un rituel destiné à réveiller un dieu malin par une magie noire interdite. Leur chant emplissait l'air comme un écho tremblant d'horreur. Loin de cette scène, un garçon nommé Luyu vit chaque instant de ce rituel dans un cauchemar terrifiant. Lorsque les chants devinrent plus forts dans son esprit, il se réveilla effrayé, serrant la mâchoire. Ses mains s'agrippaient à ses propres cheveux tandis qu'il luttait pour se calmer. La pièce autour de lui semblait sombre sous la lumière jaune de la lampe, et la table à côté du lit était couverte de dessins étranges. Des esquisses de monstres qu'il avait tracés auparavant. Il prit le verre d'eau et but rapidement tout en vérifiant son téléphone portable, pensant au monde extérieur et à sa dangerosité croissante. Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, une violente rafale de vent déchira la pièce. Des papiers, des objets et même sa couverture volèrent dans les airs comme s'ils étaient tirés par une force invisible. Les chants lui serrèrent la poitrine, il s'approcha de la porte avec précaution et remarqua quelque chose d'étrange. La fenêtre qu'il avait fermée avant d'aller dormir était maintenant grande ouverte. Cette découverte le laissa agité. Il sentit qu'il devait revenir et la fermer avant que quelqu'un ne voie les dessins sur sa table et ne le confonde avec un sectateur. Quand il quitta la pièce, il fut paralysé. Un cadavre gisait sur le sol et un groupe de personnes en tunique noire et au visage couvert l'entourait. Cette vision draina toute la chaleur de son corps. Un instinct d'alerte explosa en lui, lui ordonnant de fuir. Alors qu'il bougeait, les silhouettes enragées le perçurent et coururent vers lui. Sans hésiter, Luyu courut vers la chambre, claqua la porte et s'assit contre elle tandis que le groupe poussait de l'autre côté pour la défoncer. Sa voix tremblante menaça d'appeler la division spéciale. Au moment où la menace sortit de ses lèvres, les tentatives cessèrent immédiatement. Un lourd silence régnait à l'extérieur. Sa mâchoire était tendue alors qu'il essayait de deviner s'ils étaient partis, mais il savait qu'appeler la division spéciale était la seule issue logique. Il se concentra sur son téléphone et composa le numéro sans remarquer les ombres qui bougeaient derrière lui. D'innombrables mains sombres commencèrent à surgir de la fenêtre, comme des silhouettes de reptiles. Il signala qu'il était en danger, mais l'appel ne reçut aucune réponse. La confusion et la peur se mêlèrent en lui. Puis la fenêtre se brisa. Une créature colossale rampa à l'intérieur de la pièce, ses innombrables membres grattant les murs. Elle ressemblait à une fusion déformée entre l'humain et l'araignée, gonflée d'innombrables mains qui tremblaient de fureur. Le monstre le regarda avec haine, le reconnaissant comme celui qui avait été témoin de son sacrifice au dieu araignée. La créature cracha des insultes, le traitant d'être inférieur, indigne de vivre. Une terreur pure envahit Luyu. Il prit une chaise et la frappa contre le monstre, criant de rage et de désespoir, comme si cet objet fragile pouvait le sauver. Le monstre se moqua de son combat inutile, s'amusant de l'idée qu'une chaise puisse tuer une chose née du rituel d'un dieu. Un autre cri violent retentit de la créature, et la frustration l'étouffa. Luyu réalisa que s'échapper était sa seule option. Il courut vers la cuisine tandis que le monstre avançait derrière lui. Il verrouilla la porte quelques secondes avant que la créature ne percute le bois. Les gonds tremblèrent violemment tandis qu'elle exigeait qu'il sorte. Les mains du garçon tremblaient de manière incontrôlable. Il crut que sa fin était venue. Il n'y avait pas d'issue. Les pensées de sa vie inachevée l'accablèrent, et il regretta même de ne jamais s'être marié. Puis une voix émergea dans son esprit, calme et éthérée, demandant si l'invité souhaitait vivre. Luyu hésita et regarda autour de lui, empêtré dans la confusion. Une présence radieuse coula à travers la fenêtre brisée, douce, divine et lumineuse. Une figure semblable à une déesse se matérialisa devant lui, comme si elle avait été tissée de pure lumière. Elle se présenta non pas comme une divinité, mais comme quelque chose de bien plus étrange. Elle affirma être le système de l'éditeur étrange, et qu'elle avait choisi Luyu comme son invité. La scène continua avec Luyu fixant la femme radieuse devant lui, dirigeant ses pensées confuses tout en essayant de comprendre la signification de ce système mystérieux. Son esprit luttait avec l'idée qu'elle-même pouvait être un dieu maléfique. La femme, maintenant révélée comme la mère du système, leva la main, formant une aura magique scintillante dans sa paume. Elle affirma que son identité n'importait pas et que le moment qu'il vivait n'était que sa récompense initiale. Un coffre apparut devant lui dans un éclair, se posant fermement sur le sol. La mère du système expliqua que, parmi d'innombrables mondes, 5 matériaux de base seraient choisis au hasard. Et avec eux, l'invité pourrait librement combiner ce qu'il voulait pour créer son monstre serviteur, avant que Luyu ne puisse réagir. Des flots de fenêtres translucides du système s'ouvrirent autour de lui. Chaque fenêtre montrait des symboles et des marques qu'il n'avait jamais vues, et il les observa en silence, essayant d'en comprendre le sens. La mère du système continua en expliquant que la croissance de son serviteur dépendrait entièrement de la façon dont elle combinerait les matériaux. Après la création,
elle recevrait une capacité innée du monstre lui-même. Elle révéla aussi que sa main était la main chaotique de la création de l'étrange. Le compliment le laissa déconcerté, se frottant les joues avec une expression confuse. Ne sachant pas s'il devait avoir honte ou être fier, il força un sourire gêné tandis que le compliment résonnait dans son esprit. Son attention changea soudainement lorsqu'il entendit à nouveau des grattements violents à la porte. Le monstre à l'extérieur continuait de frapper et de gratter, essayant de démolir la cuisine. Il réalisa, alarmé, qu'il avait presque oublié le danger qui le guettait. La panique grandit en lui alors qu'il maudissait mentalement, incroyable. Son esprit courait avec l'idée de fusionner tous les matériaux offerts. La mère du système répondit en lui rappelant qu'il pouvait essayer cette combinaison, mais seulement si les matériaux étaient compatibles. S'ils ne l'étaient pas, le résultat serait comme mélanger de la marmotte dans du café, quelque chose de complètement immangeable. L'analogie étrange le confondit, mais clarifia ce qu'il devait faire. Une interface magique s'étendit autour de lui alors que son aura explosait vers le haut. Un cercle magique s'alluma sous ses pieds, marquant l'activation de son pouvoir. Il rassembla de l'énergie dans sa main et appela, en lui-même, le monstre sans nom qui était sur le point de prendre forme. Il l'invoqua pour offrir son cœur, répondre à son appel et obéir à son créateur. Il embrassa l'identité d'un saint dont la bénédiction se répandit dans le monde comme un vent parfumé. Avec la main du chaos, il distordit l'ordre même du destin. Finalement, il ordonna la naissance de son premier monstre. La créature invoquée se matérialisa, prenant forme en tant que sa première création. Globe de peur, 2 étoiles. Ses compétences surgirent en description lumineuse. Intimidation, un impact inné au niveau de l'âme qui induisait une terreur mentale chez tous ceux qui lui faisaient face, affaiblissant même ceux qui étaient assez forts pour résister. Cerveau fertile, un trait qui lui permettait d'absorber la vitalité des formes de vie avoisinantes, lui permettant de guérir et d'évoluer. Quand suffisamment de vitalité était accumulée, graine de feu infernal, un pouvoir qui accordait l'accès au feu infernal capable de brûler les ennemis avec une obscurité corrosive. L'évaluation conclut avec une classification excellente, suivie des catégories basiques, bon, excellent, parfait et suprême. Même avec un tel ensemble impressionnant de compétences, lui eût ressenti une déception inattendue. Ses pensées étaient remplies d'incrédulité alors qu'il essayait d'accepter que le monstre qu'il avait créé, un être en forme de ballon, serait son premier serviteur. La créature elle-même réagit avec une présence confuse, comme demandant silencieusement sa propre existence. Finalement, malgré les sentiments contradictoires, Liu appela le ballon de peur Xiaoyi, marquant le début de son étrange société. Liu se tourna vers la mère du système avec une frustration évidente sur son visage, essayant de comprendre ce qu'était vraiment cette création. Il se lamenta intérieurement de vouloir quelque chose de différent. Peut-être un ballon à tête humaine, au lieu de cet étrange ballon à l'apparence d'Halloween flottant devant lui. La mère du système répondit avec une approbation sereine, déclarant que la création n'était pas mal du tout. Une irritation monta en lui alors qu'il se demandait ce qu'était une créature comme celle-ci. La tension changea brusquement lorsque le monstre de l'extérieur força finalement son entrée à travers la porte brisée. Sa présence menaçante remplit la pièce d'intentions hostiles. Xiao Yi réagit immédiatement, tremblant de peur tout en se cachant derrière Liu, le laissant momentanément stupéfait. Le monstre qu'il avait créé semblait encore plus lâche que lui. La créature envahisseuse libéra son intention meurtrière en une vague violente d'hostilité, prête à le détruire. À ce moment, la mère du système annonça la réponse du système. Un serviteur classé excellent activa une récompense de haut fait, accordant une capacité supplémentaire, solidification, le forçant à choisir quel pouvoir il voulait solidifier. L'excitation explosa lorsqu'il remarqua qu'il avait aussi la capacité de se battre. Sans hésiter, il choisit de solidifier le drainage fertile et le tour à feu infernal. Un tour inflammable se matérialisa dans sa main, enveloppé de feu sombre. Il frappa le monstre avec un impact puissant, envoyant un choc à travers la créature qui essayait de comprendre ce qui s'était passé. La satisfaction remplit Liu, et un sentiment de triomphe parcourut son corps alors qu'il reconnaissait que c'était son propre pouvoir. Le monstre perçut cette transformation et l'identifia comme un éveil. Liu dirigea ses pensées vers la mère du système, se demandant s'il comptait vraiment comme l'un d'entre eux. Avant qu'il ne puisse assimiler le moment, la créature attaqua à nouveau, déclarant que l'éveil interférait dans la mission sacrée, par conséquent, il devait être éliminé. Xiao avança immédiatement, interceptant l'attaque en flottant devant Liu, et en enroulant son extension en forme de corde autour du cou du monstre. Liu reconnut cette action intérieurement, satisfait que Xiao ait finalement été utile et ait bien joué son rôle. Le monstre emprisonné se débattit désespérément, dominé par la peur et la confusion alors qu'il essayait de comprendre ce qu'était Xiaoé. Liu actionna à nouveau le tour à feu infernal, le coup déchirant la créature et brisant son corps en 2 parties. Un cri violent marqua sa fin. Une notification du système apparut devant lui.
le félicitant d'avoir obtenu une poche de poison d'araignée tordue, classée comme rare, une étoile, avant qu'il ne puisse complètement traiter la récompense. Un cri lointain coupa le silence chaotique. Quelqu'un suppliait désespérément de l'aide. Hurlant à propos d'un autre monstre, Liu courut à l'extérieur et s'appuya sur le balcon, regardant en bas. Une immense horde de monstres féroces remplissait la zone. Innombrable et écrasante. L'impact se propagea au moment où il réalisa combien s'étaient rassemblés à la fois. Le chaos se répandit dans la ville tandis que les gens se cachaient chez eux, tremblant alors que des araignées géantes envahissaient les rues. Un homme était accroupi dans un coin sombre, suppliant désespérément pour sa vie et ne pensant qu'à la famille qu'il ne reverrait peut-être jamais. Un autre citoyen fixait la créature monstrueuse accrochée au bâtiment, incapable de croire qu'une araignée géante était apparue dans la ville de Cagnes. La panique grandissait partout, alors que les gens se demandaient pourquoi la division spéciale n'était pas encore arrivée pour aider. Observant tout se développer, Liu ressentit quelque chose de bien plus troublant. Il réalisa que le système de défense automatisé de la ville de Cagnes aurait dû s'activer immédiatement. Mais rien ne s'était passé. Le silence du système semblait contre nature, lui faisant suspecter que tout le réseau avait été saboté. Il comprit que, si personne n'arrêtait les monstres maintenant, toute la ville s'effondrerait bientôt, et l'arrivée de l'avatar du dieu maléfique marquerait la fin de tout. À ses côtés, Xiao tremblait de manière incontrôlable, consumé par la peur. Liu réprimanda la petite créature, incapable de croire qu'un monstre à 2 étoiles puisse être si terrifié. Il poussa Xiao vers l'avant, lui rappelant que son pouvoir était plus que la force de Liu. Xiao recula, gémit puis trébucha, mais entendre l'insistance de Liu alluma quelque chose en lui. L'énergie commença à se rassembler dans son petit corps, semblable à un ballon, et lentement un sourire confiant se forma tandis que son pouvoir grandissait. Pendant ce temps, toute la division spéciale livrait des batailles autour de la ville. Les agents tiraient sur les monstres qui avançaient, criant désespérément alors que leurs armes étaient incapables d'arrêter la horde. Certains criaient pour le vieux lit, attendant des renforts. Au milieu du chaos, le prêtre araignée nommé Guza se moquait des humains, riant alors qu'il se déclarait serviteur du dieu araignée. Sa présence moqueuse envoyait des vagues de désespoir à travers la division. Le chef de l'escouade courut pour réorganiser le champ de bataille, ordonnant que l'équipe 2 se retire des gratte-ciel. Les officiers éveillés avancèrent et libérèrent leurs compétences les uns après les autres, vent coupant, terre explosant et puissante rafale de force éveillée. Mais rien de cela ne laissa même une égratignure sur Guza. Le monstre continua à rire tandis que les agents regardaient, stupéfaits, incapables de comprendre comment quelque chose restait complètement intact après tant d'attaques. La confusion se répandit lorsqu'ils remarquèrent que le général Li Xuan n'était pas encore revenu. Malgré la peur qui les dominait, le commandant força tout le monde à maintenir ses positions. Insistant sur le fait que le monstre ne pouvait pas atteindre le district ouest, ordonna une suppression continue, exigeant que les éveillés et les soldats maintiennent leurs attaques pour gagner autant de temps que possible. Guza continua à se moquer d'eux avec mépris, traitant chaque défenseur comme rien de plus que des insectes sous les pieds du dieu araignée. L'un des officiers perdit finalement patience, accusant Guza et son dieu d'avoir dépassé toutes les limites. À ce moment, un éclair tomba du ciel, frappant le monstre. Guza leva les yeux, surpris, essayant de comprendre qui oserait attaquer. Si osé, les flammes se dissipèrent suffisamment pour révéler une silhouette. L'attaquant n'était autre que Liu. Au sommet du bâtiment, Liu resta ferme après avoir placé son masque. Debout avec Xiao à ses côtés, et l'aura tourbillonnant autour de lui, il déclara, avec une présence froide, que l'ennemi devant lui n'était pas digne de savoir quoi que ce soit, et que seul le maître de cette créature avait le droit de venir demander. Guza répondit avec une colère grandissante, interprétant l'attitude de Liu comme de la pure arrogance, et disant qu'il ne devrait pas croire en un dieu éternel. Guza croyait qu'aucun éclair ne pouvait l'intimider, et affirma qu'une créature inférieure comme Liu n'était pas digne d'être mentionnée à côté du grand dieu araignée. Liu rejeta les pensées de Guza comme des absurdités, observant que la créature semblait s'être complètement transformée en insecte. Même son cerveau semblait avoir cessé de fonctionner. Guza ordonna alors que tous les monstres araignées le dévorent. Tous les monstres avancèrent contre Liu sans hésiter. Le chef des officiers remarqua le danger, et cria à Liu de courir, l'appelant petit frère. Liu resta ferme et ordonna à Xiao d'activer l'aura de siphon. Comme avant, Xiao répondit instantanément. Son aura se transforma en spirale et des flammes jaillirent de l'intérieur, coupant et anéantissant les monstres un par un jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Tous les officiers étaient choqués par le pouvoir écrasant. Le chef des officiers, étonné, reconnut ce niveau de force et l'identifia comme le pouvoir d'un rang d'étoiles du matin. Guza réagit avec agonie, gémissant alors que la vérité se renforçait. Il était face à une véritable étoile du matin. Même ainsi,
Il insista sur le fait qu'il n'était pas devenu un démon étoile du matin, et refusa d'accepter la mort. Xiao sourit et resserra son pouvoir encore plus, saisissant Gusa avec plus de force. Gusa tressaillit, incapable d'accepter l'inévitable. Une seconde plus tard, Xiao tua complètement Gusa. En voyant cela, le chef des officiers resta paralysé, écrasé par la force dont il fut témoin. Il s'interrogea sur ce pouvoir, le trouvant trop fort, et se demanda si cette figure mystérieuse les avait aidés, et, par conséquent, devrait être considéré comme un allié. Le chef des officiers leva alors les yeux vers le bâtiment. Et appela Liu, lui demandant d'attendre et lui demandant son nom. Liu s'arrêta, confus, sans comprendre pourquoi tout le monde autour de lui demandait des explications. Cette fois, il réfléchit que, s'il révélait son identité, il serait peut-être recruté par les forces spéciales pour quelques millions. Mais il rejeta l'idée immédiatement, se souvenant qu'il était un prisonnier social. Il craignait que des journalistes ne commencent à apparaître à sa porte tous les jours. Il craignait que, si les scientifiques découvraient sa capacité à utiliser des pouvoirs sans être éveillés, ils puissent le capturer pour des recherches. Pour éviter tout cela, il répondit simplement qu'il n'avait pas de nom, ni n'en avait besoin, il n'était que quelqu'un dans le monde. Cela dit, il disparut. Le commandant le regarda partir, et réfléchit à la phrase de ne pas avoir de nom et d'être oublié par le monde. Le commandant se demanda s'il pouvait s'agir d'une sorte d'être ancien. À ce moment, le général Li arriva et l'appela. En voyant le général Li, tout le monde fut surpris et le salua. Le général Li expliqua qu'il avait reçu le signal d'urgence, et avait couru pour évaluer la situation, demandant si le prêtre araignée s'était échappé ou si l'équipe s'en était occupée. Le commandant informa que la menace avait été éliminée, mais précisa que ce n'étaient pas eux les responsables. Le général Li répéta la description qu'il avait entendue, quelqu'un d'oublié par le monde, et analysa les implications. Le commandant demanda s'il y avait un problème avec ce détail. Le général Li évalua soigneusement les informations et conclut que, si ce que cette figure mystérieuse disait était vrai, et compte tenu de sa position décontractée face à un dieu maléfique, alors cet individu était très probablement une existence interdite. Le commandant fut stupéfait, réagissant avec incrédulité à l'idée d'une existence interdite. Quelqu'un de plus fort qu'un dieu maléfique. Liu continua à marcher sur la route avec Xiao flottant à ses côtés, réfléchissant à la façon dont la nuit avait été pleine d'événements. Il se souvint que, une demi-heure plus tôt, il était encore une personne ordinaire. Et le changement soudain dans sa vie continuait à résonner dans son esprit. Il se souvint qu'il avait presque oublié l'hôtel construit par le groupe de sectateurs, un hôtel qui n'avait pas encore été démantelé. Liu considéra que Xiao avait instantanément exterminé ses sectateurs, mais l'hôtel et les offrandes étaient toujours intacts, et cela l'inquiétait des problèmes possibles que cela pourrait causer. Il détermina qu'il voulait continuer à vivre une bonne vie dans la ville de Hangsha. Il continua à marcher, cherchant l'endroit qu'il avait en tête, jusqu'à ce qu'il atteigne finalement une zone trempée de sang et trouve l'endroit qu'il cherchait. Il entra dans la pièce où plusieurs personnes avaient tenté d'invoquer le mal. Le même endroit où il les avait tués auparavant. Il informa Xiao qu'il les avait déjà tués et lui demanda de reposer en paix. Puis, Liu utilisa son fouet de feu infernal pour brûler les corps, nettoyant tous les restes. Quand les flammes diminuèrent, son attention se dirigea vers plusieurs diamants noirs. Il en prit un et réalisa que ce n'était pas un diamant noir, mais de l'obsidienne, un matériau généralement utilisé pour fabriquer des talismans contre le mal. Il remarqua que la qualité n'était pas mauvaise et crut que cela valait un bon prix. Son approche changea alors vers une statue à proximité, qui lui sembla étrange parce qu'elle émettait un léger parfum. Pour une statue, le matériau semblait de haute qualité. Il appela le système et demanda à utiliser l'extraction sur la statue. Le système accorda la permission, lui permettant de commencer l'extraction. Il activa le pouvoir d'extraction et le processus fut rapidement complété. Juste après avoir fini, le sol sous ses pieds commença à craquer. Liu sentit une vague de confusion en se demandant ce qui se passait. Et même Xiao réagit, surpris. Le sol s'effondra complètement et il tomba directement dans une toile de soie d'araignée. Le contact avec la soie le laissa encore plus confus, et il réalisa que cette pièce était connectée à un autre espace. Ses yeux s'écarquillèrent quand il leva les yeux, et fut témoin de la présence terrifiante du dieu maléfique Atlai flottant juste au-dessus de lui. La terreur le domina instantanément et il se força à ne pas regarder en haut. Ou directement l'entité, convaincu qu'il mourrait instantanément s'il le faisait. Un bruit douloureux remplit son esprit, devenant insupportable, comme si sa tête était sur le point de se briser, le forçant à se couvrir les oreilles. À ce moment, le système descendit devant lui tenant de grands ciseaux. Il coupa la soie d'araignée tout en annonçant qu'il avait détecté la présence d'un dieu maléfique. Et démarrait le mode de protection. Liu regarda le système avec incrédulité et l'appela, excité. La mère du système annonça que tout était sur le point de briser la barrière, et de quitter le monde des rêves. Démarrait un compte à rebours de 10 secondes et demandait à l'invité de se préparer. Le compte à rebours commence à 10, 9, 8, 7. D'un autre côté,
Lui eut ressenti un bonheur inattendu quand il réalisa qu'il ne s'attendait pas à ce que le pouvoir du système soit si dominant. Comme avec une seule coupe, il brisa la connexion entre le dieu maléfique et son corps, déchirant la mutation en lui. Avant cela, il pensait qu'il n'avait plus rien à craindre. Un sourire amusé apparut sur son visage alors qu'il s'adressait à son frère Atlai, pensant que, puisqu'il avait rarement l'occasion d'aller là-bas, Atlai devrait au moins lui permettre de prendre quelques spécialités locales. Atlai répondit par des cris furieux. Un portail s'ouvrit devant Luyu et la mère du système, qui avait atteint la phase finale du compte à rebours. Luyu fit ses adieux avec moquerie à Atlai, et le portail l'aspira, lui, Xiao et le système, de retour dans sa chambre. Luyu réalisa qu'il était revenu avec succès, et fut surpris de remarquer qu'il était vraiment dans sa chambre. La mère du système le félicita d'avoir échappé après avoir affronté un dieu maléfique, et confirma que l'exploit du système était terminé. Le survivant qui a affronté un dieu maléfique a débloqué le niveau 2 sur 5. Avec le niveau d'autorité actuel étant le niveau 1, une fenêtre du système notifia un fragment de l'agneau d'Agen, le décrivant comme un fragment du pont prélié, et sculpté dans une statue du dieu maléfique créé par des sectateurs. Il pourrait ouvrir la coupe du monde des rêves, mais parce que c'était seulement un fragment, il ne pouvait être utilisé qu'une fois. Le système demanda d'évaluer s'il voulait y faire face directement. Luyu demanda la signification de l'autorité. La mère du système expliqua que, avec chaque niveau d'autorité, l'invité recevrait un coffre au trésor aléatoire du niveau correspondant. Le contenu n'avait pas de limite de rareté, mais il pouvait aussi être vide. Luyu réagit étrangement, questionnant le genre de super pari de coffre que c'était, puisqu'il pouvait même être vide. Luyu demanda ensuite de l'aide pour identifier le matériau. La fenêtre du système informa que c'était le fil de l'araignée divine, un matériau 5 étoiles. C'était un fil provenant du corps d'un dieu maléfique indescriptible, qui ressemblait à une araignée, mais n'en était pas une entité divine impossible à regarder directement, car quiconque le faisait périrait inévitablement dans la folie. Le fil possédait un pouvoir divin et stupéfiant. Luyu fut surpris de découvrir que c'était un matériau 5 étoiles. Surtout puisque ce n'était qu'un seul fil. Il imagina que, s'il parvenait à arracher un membre, un comportement en pleurs ou quelque chose de similaire du dieu maléfique, la prochaine fois, il pourrait obtenir au moins un matériau 6 étoiles. Il pensa que même certains matériaux de faible étoile étaient capables de créer un monstre au niveau de l'étoile du matin, avec le pouvoir de détruire une ville, lui permettant d'obtenir un dixième du pouvoir d'un subordonné. S'il obtenait des matériaux d'un niveau suffisamment élevé, il se demanda s'il serait capable de devenir un dieu. Il rit à cette pensée et se souvint de ne pas exagérer, se demandant si devenir un dieu serait vraiment si simple. Et même s'il le faisait, il pensa que cela ne ferait pas beaucoup de différence, puisque les dieux maléfiques semblaient exister partout. Soudain, quelqu'un frappa à la porte et il réagit immédiatement. Une femme annonça sa présence, disant qu'elle était de la division spéciale et demandant d'ouvrir la porte calmement. Luyu avertit rapidement Xiao que la division spéciale était arrivée, et lui demanda de se cacher rapidement. Il ouvrit la porte et trouva une inspectrice, qui se présenta comme l'agent Ning de la division spéciale, demandant s'il savait que des sectateurs et des monstres avaient attaqué l'immeuble. Luyu remarqua l'arme dans sa main et la façon dont elle la tenait, comme si elle était prête à tirer sur quelqu'un de si nerveux. Il expliqua que les monstres avaient frappé à sa porte plus tôt, mais qu'il s'était caché dans le placard et avait fait semblant de ne pas être là. Échappant au désastre, l'agent Ning l'évalua intérieurement, voyant qu'il n'y avait aucun signe de distorsion ou d'aura maléfique dans son corps, déterminant initialement qu'il n'était qu'un civil. Elle demanda à inspecter la pièce et il le permit. Luyu commenta son mur détruit, et demanda si l'assurance serait remboursée, en plus de consulter si les araignées monstres avaient été éliminées. Ning répondit qu'être en vie était suffisant et qu'il serait remboursé. Il ajouta que le gros homme dans l'appartement voisin était misérable, avait fondu comme une bougie enveloppée dans de la soie d'araignée. Luyu répondit par un simple oui. Ning passa un appel et signala un survivant au 7e étage, sans blessures externes ni aura maléfique. Zhang, de l'autre côté de l'appel, répondit satisfait. Le remercia pour le travail difficile, et lui dit qu'elle pourrait retourner au département de communication d'information le lendemain. Luyu soupira, disant qu'il était très fatigué ce jour-là, et se plaignit qu'il n'embauchait jamais plus de gens. Ainsi, dans les moments critiques, il devait diviser l'équipe pour tout couvrir. Le pire était qu'il ne payait même pas les heures supplémentaires et, quand il revenait, il devait encore faire face à un patron extrêmement enfantin, qui portait un talisman jaune. Luyu informa alors Ning que son microphone était toujours allumé depuis le téléphone. Un ordre surgit que Ning était envoyé sans revenir dans 5 minutes, et devait écrire un rapport d'autocritique. Ning paniqua et commença à s'excuser auprès de l'équipe Zhang, admettant qu'elle avait tort et partit immédiatement. Elle quitta la pièce en hâte. Luyu ferma la porte à clé et prit une profonde inspiration, soulagé qu'il soit finalement parti. Puis, soudainement, il se sentit confus, comme s'il avait oublié quelque chose.
Le récit revint au moment précédent, quand le vent avait soufflé dans sa maison et avait tout fait voler dans les airs. À ce moment, un dessin qui était sur la table de Luyu s'envola. Une fille le ramassa, le regarda et sourit après l'horrible nuit. Toute l'équipe de secours travailla sans relâche pour éteindre les incendies, qui se propageaient dans toute la zone détruite. Au milieu du chaos, Luyu continua à dormir, complètement étranger aux efforts extérieurs. À ses côtés, Xiao regardait les nouvelles, qui rapportaient que la nuit précédente, le district nord de la ville de Hang avait été attaqué par des sectateurs araignées, laissant 115 victimes et 74 survivants. Tout en poursuivant une enquête de suivi et encore à moitié endormi, Luyu se plaignit du bruit. Xiao flotta près de son visage en essayant de l'effrayer. Mais il le frappa seulement du doigt et lui ordonna de partir. Il se retourna soudainement dans le lit, trop habillé. Xiao sembla confus, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Les yeux de Luyu se dirigèrent alors vers son mur détruit, où les araignées monstres avaient fait irruption la nuit précédente, laissant un énorme trou. Il se demanda si c'était le vent et s'avoua à lui-même qu'il devait appeler quelqu'un pour réparer cela. Après s'être recomposé, il changea de vêtements. De l'autre côté du district, la même fille qui avait ramassé son dessin la veille, se tenait au sommet d'un bâtiment silencieux, regardant vers sa chambre endommagée. Pendant ce temps, Luyu quitta sa maison et regarda autour de lui, se souvenant que l'entreprise de réparation était à proximité. À ce moment, la même fille l'appela de derrière. Quand il se retourna, elle demanda pourquoi il était dans le district ouest. Il expliqua que sa maison avait été attaquée et qu'il était allé chercher une réparation. Elle demanda immédiatement s'il était blessé. Il l'assura que non, puis il demanda s'il voulait prendre le petit déjeuner avec elle. Il sourit timidement et accepta. Ils marchèrent côte à côte et achetèrent 2 pains tout en mangeant. Luyu demanda en silence pourquoi elle le suivait là. Il réfléchit que, malgré avoir été camarade de classe pendant 3 ans au lycée, ils ne se saluaient que de temps en temps. Il se dit qu'ils n'étaient même pas du même type de monde. Il se souvint comment tout le monde l'admirait, louait sa beauté, ses compétences athlétiques, disant qu'il était juste comme les enfants. Et se souvint comment il le voyait, lui, l'orphelin qui ne faisait que dessiner en silence, sans que personne ne comprenne ses dessins. Il oublia les souvenirs et dit qu'il ne devait pas penser au passé. Il devait se concentrer sur le présent. Puis il se souvint que la veille, il avait collecté beaucoup de matériaux, de ces trucs d'araignée et pensa qu'il pourrait créer un autre nouveau monstre. Il se gratta la tête. Soudain, quelque chose lui revint en mémoire et il se retourna, surpris. Il avertit rapidement qu'il avait quelque chose à régler et qu'il partait. Elle répondit en disant d'accord et qu'elle le verrait la prochaine fois. Quand il entra dans son appartement, elle regarda la photo de Luyu sur son téléphone et sourit, se demandant si elle avait été trop audacieuse ou si elle avait éveillé des soupçons. Il se calma en disant qu'il ne le découvrirait pas et qu'il ne le ferait en aucun cas. Elle porta son doigt à sa bouche et fit un sourire malicieux avant d'entrer complètement. Elle chuchota le nom de Luyu déjà à l'intérieur de sa chambre. L'étendue de son obsession était évidente. Tout l'espace était couvert de photos de Luyu. Sur les murs, sur l'oreiller, sur des peluches, sur des posters. Ses effets personnels déballés étaient soigneusement rangés dans des tiroirs et des commodes. Elle ouvrit le placard, sortit la veste de Luyu, pressa son visage contre elle, inhala son parfum et chuchota son nom à plusieurs reprises tandis qu'elle était satisfaite. Son comportement montrait qu'elle l'aimait bien au-delà de la normale. Une obsession fanatique. Pendant ce temps, Luyu continua à marcher vers chez lui. Le vent qui entrait par la fenêtre était extrêmement froid, lui faisant se demander s'il faisait vraiment si froid ce jour-là. Il arriva enfin chez lui, s'étira et ressentit un profond soulagement, exprimant que la longue journée était terminée et que quelqu'un viendrait réparer la maison dans les prochains jours. Les nouvelles continuaient de se répandre. Xiao essaya de jouer autour de lui, mais Luyu le laissa irrité et fatigué, indiquant qu'il n'avait même pas déjeuné et ne voulait pas être dérangé. Puis il se souvint qu'il devait vérifier exactement quel matériau il avait obtenu hier. Il ouvrit la fenêtre du système et examina la liste qui apparaissait. Poche de poison déformé, rare. Classification 1 étoile. Quantité 1 poche de poison déformé étrange, normal. Classification 1 étoile. Quantité 5 œufs étranges d'araignée mutante déformée, rare. Classification 3 étoiles. Quantité 1 soie de l'araignée divine, sec. Classification 5 étoiles. Quantité 1. La liste continua avec l'œuf d'araignée déformée mutante. Description complète niveau étoile du matin. Provenant d'une araignée déformée sur le point d'évoluer vers le niveau étoile du matin. Corrompue par une énergie énorme de chair et par l'aura d'un dieu maléfique. Résultant en une mutation extraordinaire de potentiel, différente de sa forme originale et encore non éclose. Sa classification en étoile était basée sur le potentiel, pas sur la puissance réelle. Ses réactions montrèrent de l'incrédulité en réalisant que la créature était femelle. Il fut confus par le fait qu'un être avec une voix rauque et plein de cicatrices était totalement différent de ce qu'il attendait. Il traita l'idée que les femelles ne devraient pas être vues de cette façon.
Puis, il atteignit l'espace du système et trouva un œuf. Percevant immédiatement que c'était quelque chose de vivant, il appela le système dans ses pensées pour demander s'il était présent. Et la mère du système apparut instantanément, confirmant sa présence constante. Liu se demanda si l'œuf comptait comme un être vivant. Et s'il pouvait encore être édité comme matériau. La mère du système expliqua que les corps non éclos ou les embryons étaient toujours considérés comme des matériaux, et que seules les créatures complètement formées, capables de briser leur coquille, ne pouvaient pas être éditées. Comprenant cela, Liu réalisa qu'il ne pouvait pas garder l'œuf longtemps. Xiaoyi approuva en silence. Et Liu caressa doucement sa tête pour le rassurer en bon garçon. Puis il demanda à la mère du système si les matériaux rassemblés pouvaient être utilisés pour renforcer Xiaoyi lui-même. La mère du système rapporta que son autorité en tant qu'hôte était encore insuffisante pour cela, et recommanda qu'il fabrique une nouvelle famille. Il accepta le conseil, soulagé parce que cela signifiait qu'il n'aurait pas à s'inquiéter que Xiaoyi reste derrière. Concernant les futurs monstres, et ordonna au système de commencer l'édition. Il ordonna l'extraction et l'édition de la montre de poche cassée, et de la poche de poison de l'araignée déformée. L'édition échoua, le laissant confus et surpris. Tandis qu'il essayait de comprendre la raison de l'échec, la mère du système clarifia que le processus absorbait encore le matériau, mais ne laissait qu'une coquille vide. Il expliqua que la montre de poche était contaminée par le sang d'un autre dieu maléfique, et que la plupart des dieux maléfiques se repoussaient. Il mentionna un exemple qui impliquait des entités sensibles lointaines, le banquier lointain et le seigneur du cauchemar des profondeurs marines, qui s'étaient attaqués parce que leurs dieux se détestaient. Liu réagit confus au concept d'implication par le pouvoir du Legado. La mère du système expliqua que, quand son autorité augmenterait, il pourrait manipuler les connexions causales entre les dieux maléfiques, et leur permettre de coexister au sein de la même famille. Mais, pour l'instant, la meilleure méthode était d'intégrer des contreparties de grade inférieur. Il accepta cela et observa que la soie du dieu maléfique était un matériau de haut niveau qu'il préférait garder pour une autre occasion. À ce moment, il ordonna d'utiliser l'œuf d'araignée et la poche de poison déformée, et procéda à l'édition. Il fusionna les deux matériaux et, pendant qu'il le faisait, il demanda si deux matériaux étaient la limite. La fenêtre du système notifia alors qu'il avait obtenu sa deuxième famille. L'œuf de l'araignée d'ombre du vide. Le système le classa comme non occlusif, avec une excellente note de 4 étoiles, et affirma que le compte à rebours pour l'occlusion était d'1 mois. Liu vérifia les attributs et lut les descriptions. La poche de poison du vide pouvait injecter une toxine du vide, capable de faire s'effondrer et se désintégrer le corps de la cible. La marque temporelle maintenait une connexion subtile avec la rivière du temps, et purifiait sa propre aura, lui permettant de bloquer la plupart des formes de détection externe. La capacité d'étrangleur d'ombre permettait à l'araignée d'ombre du vide de produire un étrangleur pour chaque certaine quantité d'ombres absorbées, pouvant exister jusqu'à 10 simultanément, travaillant à la fois comme tueur et serviteur capable de fusionner avec les ombres. La capacité de poche du vide permettait d'ouvrir une poche d'espace personnel, pour stocker de la matière non vivante, avec l'espace interne augmentant à mesure que la créature grandissait. Il remarqua que la créature avait un potentiel de classe étoile du matin, et reconnut, impressionné, que les attributs étaient extrêmement forts. Le temps d'occlusion d'1 mois, combinant parfaitement avec son plan pour enquêter sur les niveaux et les divisions du monde éveillé. La mère du système le félicita d'avoir édité un monstre excellent, l'informant qu'il avait débloqué la conquête d'éditeur d'élite, et reçu la récompense d'1/10 du pouvoir de l'araignée d'ombre du vide, ainsi que l'option de solidifier 2 capacités en lui-même. Paniqué, il réagit instinctivement. Mais avant qu'il ne puisse complètement traiter la situation, son corps commença à gonfler comme un ballon. Ses yeux devinrent rouges, et il réalisa, alarmé, qu'il était sur le point d'être déchiré par le pouvoir de sa propre famille. Liu gonfla comme un ballon et commença à flotter dans les airs, se débattant tandis qu'il percevait qu'il devait agir immédiatement, ou il serait détruit par le pouvoir de son propre serviteur. Il pensa rapidement à l'idée que, si un ballon était sur le point d'exploser, la méthode la plus rapide serait normalement de laisser l'air s'échapper par l'ouverture. Mais il comprit que cela ne fonctionnerait pas, parce que ce n'était pas un ballon commun et qu'il ne pouvait pas libérer d'énergie par la bouche ou le nez. Il essaya de se souvenir que la surface d'un ballon n'était pas complètement scellée, et avait d'innombrables micropores où l'air s'échappait. Mais même cela semblait inutile, parce qu'à cette vitesse, quand il finirait de libérer de l'énergie, l'herbe sur sa tombe serait déjà haute de 3 mètres. Sans aucune option restante, il se prépara à essayer une option inattendue. Il libéra le fouet de feu infernal. Le fouet explosa autour de lui, formant un anneau rouge clignotant autour du bâtiment. Les gens à l'extérieur regardèrent le phénomène, choqués, murmurant confusément quand ils virent ce qui semblait être un événement paranormal. Et certains se demandèrent si des sectateurs des dieux maléfiques causaient à nouveau des problèmes. Pendant ce temps, le fouet de feu infernal stabilisa l'état de Liu, et il réalisa que cela avait fonctionné.
Il avait expulsé l'excès d'énergie de son corps. Il remarqua que, bien qu'il ait brûlé suffisamment d'énergie, sa force et ses limites semblaient s'être améliorées depuis hier. La mère du système reconnut ce qui s'était passé et commenta que son corps était juste un peu fragile, demandant si la transmission d'énergie devrait être plus lente la prochaine fois. Liu accepta intérieurement, voulant que ce soit beaucoup plus lent parce qu'il ne voulait pas exploser à nouveau. La mère du système demanda alors quelle compétence il choisissait et décida immédiatement de le choisir pour lui, injectant le pouvoir sélectionné dans son corps. Elle dit que, comme les araignées avaient 8 pattes, elle appellerait ce petit cerf, et l'invita à rencontrer ses nouveaux champions. Une soudaine frappe à la porte interrompit le moment. Liu réagit, surpris par l'arrivée de quelqu'un à nouveau. Il ouvrit la porte et vit l'agent debout là. Elle le salua et demanda s'il avait vu ce qui s'était passé à l'extérieur. Il répondit en demandant ce qui s'était passé, et elle fut surprise qu'il ne le sache pas cette fois. Elle questionna ce qu'il faisait et pourquoi il était trempé de sueur. Et il expliqua qu'il faisait de l'exercice. Elle passa à côté de lui et insista pour enregistrer la pièce. Liu essaya de protester, disant que c'était sa chambre. Mais elle avança tout aussi soigneusement et vérifia tout. Elle ne trouva rien et conclut que c'était étrange, car le rapport indiquait que cela avait été dans ce bâtiment. Elle détermina que ce devait être une fausse alerte, et s'excusa de le déranger à nouveau, l'appelant beau gosse. Il répondit légèrement, disant que coopérer avec la police était le devoir de chaque citoyen. Elle lui rappela de ne pas exagérer avec les exercices, parce qu'aucune fille n'aimait autant l'odeur de la sueur. Il reconnut le conseil et l'appela Mademoiselle Ning. Elle sembla s'amuser, disant que ce n'était pas mal, de se souvenir au moins de son nom de famille. Après son départ, Liu ferma la porte à clé et ressentit un soulagement, pensant qu'il s'en était enfin libéré. Mais le soulagement ne dura pas longtemps lorsqu'il réalisa que Xiao avait disparu. Il rouvrit la porte et vit Xiao, déjà dans les bras de l'agent Ning. Il ressentit une frustration immédiate et réprimanda mentalement le petit animal, voulant qu'il revienne immédiatement. Puis il entra dans un magasin où des lapins, des rats et des hamsters étaient gardés. Remarquant que le propriétaire était occupé à jouer, et lui dit accidentellement de regarder Gusto et de le faire savoir s'il voulait quelque chose. Liu accepta et perçut que le propriétaire ne ferait pas attention à ce qu'il faisait. Il regarda un lapin et décida intérieurement que le frère lapin serait l'élu. Il utilisa sa technique d'ombrage sur le lapin, libérant une aura noire de sa main qui pénétra le corps de l'animal, et le remplit d'énergie négative. Liu fut satisfait parce que cela semblait avoir fonctionné. Il réfléchit à pourquoi il faisait cela, et se souvint de ce qu'il avait découvert cet après-midi. Après avoir examiné la fenêtre du système, il se concentra sur le nom du cerf d'ombre, et se demanda si avoir cette capacité signifiait qu'il pouvait aussi obtenir une forme humaine. L'idée l'émut, parce qu'un cerf à l'apparence humaine ne serait pas associé au culte de l'araignée. Et il serait plus facile pour les gens de l'accepter. Il imagina qu'un cerf comme celui-là pourrait se battre, tanker et travailler pour lui. Et que, plus tard, il pourrait même avoir plusieurs subordonnés lui donnant des massages et cuisinant pour lui, semblable à une armée fantôme. Liu invoqua une ombre animée. Son émotion disparut quand il pensa à où il obtiendrait des humains, réalisant que c'était une idée terrible. S'il essayait cela, il serait sans aucun doute chassé par l'armée humaine et les éveillés. C'est pourquoi il était allé au magasin pour tester sur des animaux, et ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne vraiment. Cependant, il réalisa aussi que, avec la petite quantité d'ombre obtenue du lapin, ce n'était pas suffisant pour former une forme humaine. Puis il s'approcha du propriétaire et demanda combien coûtait la cage à lapins. Le propriétaire courut, surpris, et réagit fortement à l'idée de vendre toute la cage, expliquant qu'il y avait 13 lapins, chacun coûtant 100. Comme Liu était un grand acheteur, le propriétaire offrit toute la cage pour 1200. Liu réagit en pensant que c'était cher, mais le propriétaire insista que ce n'était pas le cas, et affirma que le monde extérieur était si chaotique que c'était déjà les prix du marché. Liu ajouta une autre commande, incluant la cage à oiseaux et les souris blanches. Le propriétaire le classa immédiatement comme un super client, et offrit tout ensemble avec une réduction de 10% et la livraison gratuite. Liu accepta l'accord. Le propriétaire commença à compter et dit que les animaux avaient de la chance, parce qu'ils mangeraient et boiraient bien avec le grand acheteur. La scène changea, Liu, ramenant les lapins et les oiseaux à la maison. Il utilisa la magie noire sur eux tout en essayant d'invoquer des serviteurs d'ombre, et admit intérieurement que ce qu'il faisait était vraiment pécheur. Il crut que la quantité d'ombre rassemblée devrait être suffisante pour invoquer des serviteurs. Avec détermination, il appela les serviteurs d'ombre. 3 serviteurs apparurent, et Liu leur ordonna de rester immobiles pour pouvoir bien observer leur structure. Cependant, quand il regarda dans leurs yeux, il sentit une étrange sensation à travers son corps. Son corps s'affaiblit et commença à s'évanouir. La mère du système apparut immédiatement, prit la main de Liu et annonça qu'une aura d'existence inconnue avait été détectée.
Il commença à déterminer le niveau de danger et activa un système de réponse d'autocompensation. La mère du système utilisa son pouvoir pour détruire les serviteurs d'ombre et les recréer à partir de zéro parce qu'ils étaient nocifs pour Liu. Liu paniqua intérieurement et sentit qu'il avait à peine survécu, croyant que la mère du système lui avait sauvé la vie à nouveau. Il réalisa qu'il voulait juste assimiler la conscience dans l'ombre, et était presque devenu de la nourriture pour cette existence inconnue. La mère du système croisa les bras et affirma que l'être n'avait pas encore remarqué l'hôte, lui rappelant d'être plus prudent à l'avenir. Il lui dit qu'il ne devrait pas fusionner imprudemment avec certaines énergies, même si ces énergies n'avaient pas de malveillance, même si c'était des énergies qu'il avait obtenues. Liu traita ces mots et conclut qu'au fond de l'origine de tout type d'énergie, il y avait un être comme cela. La mère du système répondit qu'il ne pouvait pas révéler cela, et lui demanda d'augmenter son autorité autant que possible. Liu admit qu'il n'avait pas encore la qualification pour explorer la vérité de ce monde, et se demanda s'il était encore sûr d'entrer en contact avec cela maintenant. La mère du système confirma que la vie et la mort étaient entre ses mains. Liu se tourna alors vers ses serviteurs d'ombre et demanda quelles compétences ils avaient. Observant la capacité d'occultation formidable et les fluctuations d'énergie extrêmement faibles, il leur ordonna d'attaquer, et quand ils avancèrent, il utilisa un seul mouvement pour les abattre tous les trois. Il se souvint qu'il avait dépensé quelques milliers pour ses serviteurs et ne pouvait pas les laisser mourir. Alors il activa l'expulsion de feu infernal. Il examina son expérience et pensa qu'il avait tout divisé correctement, puisque les trois animaux étaient extraits séparément. Il calcula que le serviteur de type oiseau équivalait à environ 1,2 de Zhou-Shen et le serviteur de type lapin équivalait à environ 1,4 de Zhou-Shen. Il considéra que, s'il utilisait l'ombre d'un tigre, d'un léopard ou d'un ours, la force serait encore plus grande. Il se demanda si utiliser l'ombre d'un humain augmenterait l'intelligence du serviteur. Cependant, il pensa encore qu'utiliser quelque chose de sa propre espèce était désagréable. Il remarqua que les serviteurs étaient devenus plus petits, et puis il les vit se transformer en une forme liquide. Il leur ordonna d'enquêter sur toute situation anormale dans les environs et de rapporter immédiatement. Une note de Drac Comicor accompagnait la scène. Il réalisa que cette organisation était très pratique, et que les serviteurs étaient plus intelligents qu'ils ne l'avaient prévu. Liu s'allongea sur le lit et réfléchit que, bien qu'il ait maintenant assez de force pour se protéger, et des serviteurs capables de meurtre et de collecte d'informations, il voulait encore pouvoir avancer davantage. Sa propre puissance venait entièrement des monstres, et il n'avait jamais reçu de formation adéquate ou de méthode de cultivation. Il sentit qu'avoir de la force, mais ne pas savoir comment l'utiliser, était une limitation. Il voulait comprendre complètement le domaine des éveillés, et apprendre des techniques de cultivation d'entraînement. Il savait que les éveillés n'étaient pas seulement puissants, ils possédaient aussi beaucoup d'informations scellées et mystérieuses. Il crut que, s'il savait cela, il pourrait obtenir encore plus de matériaux. Il reconnut que Zhou-Shen et les autres avaient une faible performance, mais ils ne représentaient que des éveils inférieurs et non supérieurs, ceux capables de rivaliser ou même de surpasser les étoiles du matin. La mère du système suggéra que, puisqu'il était si curieux du monde des éveillés, il devrait demander sur Internet. Liu douta parce qu'il y avait beaucoup de fausses nouvelles là-bas, et se demanda si cela aiderait vraiment. La mère du système lui dit d'essayer et de voir. La scène changea pour l'ami de Liu utilisant son ordinateur portable et cherchant en ligne. Il chercha ce que Liu avait dit et trouva plusieurs questions, telles que, les éveillés peuvent-ils prolonger leur espérance de vie? Que mangent normalement les éveillés? Et les descendants d'un éveillé seront-ils aussi éveillés? Il vit plus de questions répétant les mêmes sujets, demandant s'il y avait de grandes figures réelles, si les éveillés avaient leur propre forum privé ou des lieux dédiés à communiquer entre eux, et commentant que leur monde semblait très mystérieux. En voyant la question d'un éveillé répétée, les descendants pourraient-ils aussi être éveillés? Il réagit confusément et rejeta cela comme des questions superficielles. Après avoir passé du temps à tout chercher en ligne, Liu vit que son ami l'appela finalement. La conversation commença avec l'ami de Liu parlant en premier, suivi par Liu. La narration garda exactement la même séquence de mots, tandis que l'ami, avec une confiance bruyante, insista sur le fait que le nom de génie incomparable était soi-disant le profil d'un éveillé puissant et supérieur, affirmant que les éveillés ne discutaient que de questions de haut niveau, comme tuer des monstres. Liu réalisa intérieurement que l'ami était tombé dans le piège, mais se plaignit immédiatement qu'il n'y avait rien sur aucun forum dans son profil. L'ami réagit frustré, admettant que Liu avait touché le point faible et disant que, s'il était déjà rang 2, il se serait inscrit depuis longtemps. L'ami expliqua qu'il fallait un statut et un pouvoir réel pour entrer dans ce forum, et qu'il fallait être au moins un éveillé de rang 2, pour envoyer ses informations et obtenir un compte, après quoi il pourrait publier et même échanger des matériaux de haut niveau. Liu pensa à envoyer ses informations, mais il sentit que cela le mettrait sous surveillance militaire, concluant qu'il devrait voler un compte. Puis il se plaignit intérieurement que l'ami ne répondait pas,
et se demanda s'il avait remarqué son action, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen. Parce qu'il était un éveillé professionnel. L'ami l'accusa bientôt de parler comme toujours, mais avec une voix d'arnaqueur, doutant qu'il soit vraiment dans le forum des éveillés. L'ami continua avec des insultes et justifia son comportement, disant que, pour un intellectuel, ce n'était pas une arnaque. Cela s'appelait un embellissement artistique. Il refusa de laisser Luyu découvrir sa tromperie, et il semblait désespéré de montrer quelque chose de réel. Il lui demanda de faire attention, et mentionna qu'il se vantait au marché de nuit, insistant sur le fait que seuls les éveillés pouvaient y aller. Il essaya de se vanter davantage, disant que toute la ville savait quelque chose d'important. Ces mots commencèrent à coincer, tandis qu'il essayait de convaincre Luyu de ne pas douter de lui. La narration continua tandis qu'il ne montrait que la couverture d'une invitation, et déclara que n'importe qui pouvait se moquer de lui. Il prétendit avoir reçu une invitation à un banquet de la Fédération, où une belle princesse serait présentée. Il demanda à Luyu de regarder la preuve réelle, avertissant qu'il la supprimerait dans 5 secondes, terminant le message par un au revoir idiot. Luyu le bloqua immédiatement. L'ami l'insulta en l'appelant fils de pute. Quand l'appel se termina, la scène changea pour la nuit. Luyu se rendit à la réunion du marché de nuit, portant un masque inhabituel. Mais beaucoup d'autres personnes portaient aussi des masques d'animaux différents. Il regarda autour de lui et pensa que ses vêtements seraient spéciaux, mais il sembla que tout le monde avait la même idée. Des masques de poulet, de chiens et de singes étaient partout. Et quelqu'un portait même un déguisement de chat. Les hommes dans la file devant lui achetèrent leurs billets, tandis que Luyu remarqua que même le gardien était un éveillé de rang 3. Réalisant qu'il devrait utiliser un tour pour activer son aura. Les 2 hommes devant réagir, choqués, commentèrent la présence écrasante, et dirent qu'ils avaient l'impression de mourir rien qu'en regardant. Ils se plaignirent que la réunion était supposée être juste un marché de nuit commun, et se demandèrent pourquoi il semblait y avoir un monstre terrifiant là. Luyu réalisa qu'il essayait seulement d'agir mystérieux un moment. Mais il avait exagéré. Il réalisa que tout le monde le regardait. Il s'approcha du garde et présenta son invitation. Le garde le reconnut instantanément, et supposa qu'il était aussi là pour le marché de nuit. Disant qu'il entrerait directement, Luyu demanda s'il n'avait pas besoin d'attendre dans la file. Le garde insista sur le fait qu'il ne l'attendrait jamais, et continua à lui demander d'entrer. Le garde ajouta que le patron était très hospitalier, et serait ravi de le rencontrer. Luyu entra et pensa que cela valait la peine d'être fort, puisque même le garde savait qui respecter. Alors qu'il avançait, il observa tout, et pensa que c'était vraiment le marché de nuit. À l'intérieur du marché, un homme exposait ses produits à voix haute, annonçant que les défenses de sangliers de montagne pouvaient se transformer en armes. Luyu observa et pensa que cela semblait décontracté, presque comme un vendeur de rue. Explorant plus, il vit un homme avertissant un autre de ne pas regarder de trop près, lui disant de faire attention ou le patron serait irrité. Luyu continua à marcher et pensa que, même si les gens s'écartaient pour le laisser passer, cela le faisait se sentir important. Mais personne n'osait s'approcher. Il se demanda comment il devrait interagir avec les éveillés comme ça. Ses yeux virent alors quelqu'un vendant des objets liés à la survie, incluant un guide appelé Comment survivre dans la forêt 2.0, suivi par des techniques de cultivation spirituelle, pour les éveillés et des livres de connaissances de base, pour les débutants de l'éveil. Il pensa immédiatement que les connaissances de base et les techniques spirituelles brunes étaient excellentes. Et peut-être exactement ce dont il avait besoin, mais il fut forcé de ne pas montrer d'émotion et d'agir naturellement. Luyu prit une bouteille de poison, et demanda au vendeur à ce sujet. Le vendeur expliqua que c'était appelé le poison des 5 tombes, et décrivit que les techniques secrètes des 5 enterrements venaient du rituel de transport des 5 fantômes, visant les 5 types de morts injustes. Blessures par couteau, noyade, brûlure, pendaison et enterrement vivant. Le vendeur expliqua comment il raffinait les corps en cadavres empoisonnés, et comment la société du saint cadavre extrayait le poison pour créer une nouvelle toxine. Il souligna que boire une bouteille entière laisserait même des monstres de niveau étoile gravement blessés au matin. Il ajouta que le poison des 5 enterrements était extrêmement mortel pour les monstres de chair et d'os. Luyu évalua la description et pensa que cela semblait puissant, mais empoisonner une étoile monstre en combat réel au matin semblait plus problématique que simplement tuer. Il conclut que c'était un bon objet, mais fit remarquer que, si l'odeur ne pouvait pas être masquée, ce serait inutile. Puis il dit que les livres étaient inutiles, et demanda au vendeur de les emballer. Le vendeur fut surpris et demanda s'il portait les livres pour la plus jeune génération de la famille. Le remerciant de l'achat et demandant une pièce spirituelle. Luyu s'arrêta, ne sachant pas ce qu'était une pièce spirituelle ou à quoi elle ressemblait. Le vendeur insista sur le fait qu'il y avait 13 copies manuscrites, avec beaucoup d'annotations, et répéta qu'une pièce spirituelle en valait indubitablement la peine. Luyu continua confus, observant tandis que 2 hommes à proximité riaient, disant qu'ils divaguaient sur une pièce spirituelle, et l'appelant trop ringard. Ils spéculèrent que peut-être il ne voulait tout simplement pas des livres.
Ou peut-être qu'il ne les aimait pas. L'un d'eux demanda pourquoi il achèterait tout s'il ne l'aimait pas. Pensant qu'il avait peut-être oublié l'argent. À ce moment, un homme avec un masque de singe rit et se moqua d'eux, traitant tous les idiots et ajoutant une autre provocation. Un des hommes se fâcha et fit face à l'homme masqué. L'homme au masque de singe pointa Luyu et rit encore plus, disant que la gaze noire qu'il portait, quelque chose que personne ne savait d'où cela venait, semblait capable de masquer son odeur. Il accusa Luyu d'être peut-être juste une personne commune, essayant de s'infiltrer dans le monde des éveillés. Les autres réagirent avec incrédulité, demandant si cela pouvait être vrai. L'homme masqué continua, disant que si Luyu savait ce pourquoi il était bon, il devrait enlever sa gaze, disant qu'au maximum, il le battrait un peu, et l'expulserait du marché de nuit. Il dit que, au contraire, Luyu perdrait quelques membres ce jour-là ou mourrait sur le marché, insistant sur le fait que la décision ne serait même pas la leur. Luyu se leva et se retourna avec une expression sombre, disant qu'il était conscient qu'il le menaçait. L'homme masqué répondit que ce n'était pas une menace. C'était simplement la vérité. L'expression de Luyu s'assombrit encore plus, tandis qu'il pensait intérieurement. Putain d'idiot imprudent. Son aura explosa et ses serviteurs d'ombre soulevèrent l'homme masqué et le jetèrent au sol. Tout le monde fut choqué. Quelques observateurs rirent, disant que c'était un noble sans notion qui osait dire n'importe quoi. Ils se moquèrent encore plus en disant que ce n'était pas surprenant qu'il ait choisi un masque de singe. Maintenant, il était jeté avec le cul du singe sur le sol. L'homme au masque de singe serra les dents et maudit tout le monde, déclarant qu'il était le jeune frère de son fuseau, et menaçant que son frère les couperait. Le jeune frère de son fuseau pointa le doigt vers Luyu, et essaya de le menacer encore plus. Un des serviteurs d'ombre de Luyu lui coupa le doigt au même moment, le faisant gémir de douleur. Luyu mit fin au moment avec une reconnaissance froide, rendant clair qu'il était très mécontent des paroles de l'homme. Tout le monde à la réunion vit ce qui s'était passé, et réagit surpris. Ils commentèrent Luyu, se demandant quel genre de monstre c'était, et l'appelant le démon de l'ombre. Ils admirent que leur force ne pouvait pas être sous-estimée et remarquèrent que leur famille ne s'en souciait pas du tout, concluant que la famille avait choisi la mauvaise cible. Les deux hommes qui étaient dans la file devant Luyu arrivèrent, et l'un d'eux, qui était un garde du corps, ordonna que la foule s'ouvre. Son patron regarda la scène, et commenta avec intérêt qu'une ombre était apparue, réalisant que c'était quelqu'un de cette faction. La situation attira encore plus d'attention. Le vendeur se tourna vers Luyu, nerveux, et demanda ce qu'elle voulait. Elle se souvint qu'il n'était que quelques volumes copiés à la main, et offrit que, s'il le voulait, il pouvait tout prendre, précisant nerveusement que cela n'incluait pas son corps. Luyu répondit intérieurement que, avec cette carrure en acier, il ne s'en soucierait jamais. Le vendeur fut confus quand il entendit acier. Puis Luyu montra un objet, et demanda s'il pouvait payer avec ça. Quand elle vit l'objet, la fille réagit avec une avidité émotionnelle, reconnaissant que c'était une poche de poison d'araignée déformée complète. Elle expliqua qu'une technique d'extraction impeccable, faite avec un art secret spécial, était extrêmement rare, disant que même les spécialistes de niveau étoile du matin ne pouvaient pas en extraire une intacte. Elle souligna qu'une poche de poison déformée incomplète était normalement vendue pour 10 000 pièces spirituelles. Et se souvint que lors de la dernière vente aux enchères, une poche relativement intacte fut adjugée pour 100 000 pièces spirituelles. Luyu fut surpris, se demandant intérieurement si les matériaux d'une étoile valaient autant, concluant, impressionné, que sa capacité d'extraction était vraiment divine. Elle dit qu'elle paierait avec ça, demandant si c'était suffisant. Le vendeur répondit que c'était plus que suffisant, et que vendre ses livres copiés à la main pour 100 000 de plus un art secret serait injuste. Elle dit que les livres ne valaient pas autant, et lui demanda de les reprendre, disant qu'elle ne donnait qu'une pièce spirituelle. Luyu pensa, irrité, qu'elle ne payait qu'avec ça parce qu'elle n'avait pas de pièce spirituelle, appelant la tête un melon dur. Puis elle déclara, bluffant, qu'elle était amusante, et dit qu'elle l'accepterait pour l'instant parce que peut-être qu'il demanderait d'autres conditions plus tard. Le vendeur devint nerveux, s'imaginant à voix haute si d'autres conditions signifiaient autre chose, et dit qu'elle n'aimait que les gens de son âge, et qu'elle ne faisait ce genre de choses qu'avec quelqu'un qu'elle aimait. S'excusant pour la supposition, Luyu l'interrompit et la critiqua intérieurement, pour la confiance qu'elle avait de parler de son propre corps comme ça. Elle se présenta alors comme sa Xiao King, et donna le contact et l'adresse. Elle dit que, puisqu'elle avait accepté la poche de poison, les notes étaient à lui. À ce moment, Su Shu arriva en ordonnant que tout le monde fasse de la place en tant que patron autoritaire. Xiao King le traita respectueusement comme Su Shu, monsieur, et l'avertit que des gens de la famille étaient arrivés. Il lui conseilla d'aller au centre du marché de nuit, où se trouvait le chef du marché, parce que là, il n'oserait pas causer de problème. Luyu demanda si sa famille était très puissante. Elle expliqua que le patriarche, le vieux maître Su, cultivait au 9e grade depuis des années, disant que ce ne serait pas exagéré de l'appeler presque une étoile du matin. Avertit Luyu que,
bien qu'il soit fort, sa famille était un grand clan, et que s'il ne partait pas immédiatement, ce serait fini. Liu Yu pensa intérieurement, si 2 éveillés de 9e degré comptaient vraiment comme un grand clan. Même ainsi, il commença à avancer malgré la tension. Xiao Qing essaya de l'arrêter, mais le serviteur d'ombre bloqua son chemin. Xiao Qing se tendit et le supplia de ne faire face à personne, lui demandant de reculer stratégiquement. L'appelant grand frère, Liu Yu pensa, irrité, depuis quand le grand frère d'elle s'était transformé, et se demanda s'il avait été un stratège rusé dans sa vie passée. À proximité, le jeune frère de son supplia le grand frère de se venger, pleurant que Liu Yu lui avait coupé le bras et ruiné sa vie. Xuzu répondit qu'il n'avait pas besoin d'être rappelé, et dit qu'il savait déjà. Puis il se tourna vers Liu Yu, et commença à déclarer une punition, pour avoir osé blesser un membre de la famille Su. Cependant, il s'arrêta immédiatement, quand il vit le pouvoir écrasant de Liu Yu et la présence des serviteurs d'ombre à ses côtés. Dans un moment impressionnant, Xuzu attrapa son propre frère par le cou et le brisa, le tuant sur le coup. Il jeta le cadavre aux pieds de Liu Yu, et s'agenouilla devant lui, comme un sujet devant un roi. Xuzu trembla en admettant qu'il avait échoué à discipliner sa maison et que le jeune homme de sa famille avait offensé Liu Yu. Il affirma qu'il l'avait exécuté personnellement, et demanda pardon. Liu Yu resta là, regardant, confus, pensant que le diable faisait Xuzu. Et croyant que ce scénario était faux, cela ne ressemblait pas à celui d'un méchant normal. Liu Yu ne dit rien. Et Xuzu devint nerveux, se demandant pourquoi il ne parlait pas et s'il n'était pas satisfait. Xuzu donna de l'argent, déclarant que sa famille était prête à compenser avec 1000 pièces spirituelles de plus, et demandant s'il était satisfait. Il expliqua, désespéré, qu'à propos de ce qui s'était passé, il parierait sa vie que sa famille n'avait aucune intention d'offenser la lignée de la taille de l'ombre. Liu Yu pensa intérieurement à cette lignée de la taille de l'ombre, et se demanda si c'était un autre clan faible comme le sien. Il imagina que le nom venait du fait qu'ils avaient confondu son serviteur d'ombre avec l'un d'eux et il pensa que c'était correct. Il déclara que cela devrait servir de leçon. Xuzu déclara immédiatement qu'il partirait. Puis, Liu Yu leur ordonna de procéder et de partir. Après cela, Liu Yu quitta les lieux. Un homme habillé comme un bouffon demanda à Xuzu pourquoi il avait tué son propre frère. Xuzu trembla de peur, et expliqua qu'ils étaient presque tombés dans un piège. Il déclara que l'homme appartenait à la lignée de la taille de l'ombre. Le bouffon répéta le nom, lignée de la taille de l'ombre avec confusion. Xuzu continua à trembler, tout en expliquant que la lignée de la taille de l'ombre pouvait utiliser l'énergie sombre pour raffiner, à travers des rituels, des cadavres spéciaux, les transformant en sentinelles sombres qui servaient le clan. Il décrivit les sentinelles sombres comme des tueurs nés avec des capacités extrêmement puissantes. Il déclara que l'organisation gigantesque d'assassins mains écarlates était répandue dans plusieurs pays et fédérations, capable de tuer des experts de niveau étoile du matin. Il ajouta que, parmi les hauts gradés, les 3 lunes rouges, il y avait des membres puissants de la lignée de la taille de l'ombre. Xuzu expliqua que les sentinelles de la taille de l'ombre requéraient une énergie immense pour être raffinées, et que même les jeunes élites de cette famille ne pouvaient avoir qu'une seule sentinelle de la taille de l'ombre chacune. Il se souvint que, ce jour-là, la nouvelle de la blessure de son fils lui avait été rapportée en premier, et que l'homme avait 3 sentinelles de la taille de l'ombre complètes à ses côtés, rendant son statut clair. Il crut que ces individus avaient clairement des intentions contre sa famille et déclara que, heureusement, il voyageait et s'occupait des affaires du ménage. Ainsi, le désastre avait été évité. Son serviteur le loua en disant que le chef de famille avait vraiment une grande vision. Son Xuzu cria alors, demandant ce qui se passerait si, à l'avenir, d'autres personnes utilisaient son nom pour causer des problèmes. Il déclara qu'il avait une idée. Il dit que, puisqu'il avait tué son propre fils, il se sentait coupable et que quand il retournerait, il démissionnerait en tant que chef, permettant à une autre personne de prendre la relève. Ses serviteurs essayèrent de le calmer, insistant qu'en aucun cas, avertissant qu'il serait condamné sans lui. Ils dirent que la famille s'effondrerait sans sa direction. Pendant ce temps, Liu Yu réfléchit à la situation et pensa que, malgré le petit spectacle, il n'y avait rien de plus digne d'un grade. Il commenta intérieurement que le garçon s'était simplement enfui sans même se battre, et qu'il aurait au moins pu prétendre quelque chose. Il sentit que même un géant comme la famille avait été intimidé, et pensa à quel point cette attaque avait été terrifiante. Voyant l'aura de Liu Yu, Xiao Qing fut complètement ravi. À ce moment, un garde du corps s'approcha de Liu Yu respectueusement et l'appela seigneur, l'informant que le chef du marché de nuit voulait le voir. Liu Yu accepta et fut d'accord. Xiao Qing offrit immédiatement de l'accompagner, l'appelant une figure et insistant pour partir avec lui. Pendant que Liu Yu marchait, quelques personnes murmurèrent, observant que l'homme en vêtements jaunes était trop mystérieux, et que, même sans rien dire, il sentait la lourdeur sur la poitrine comme si quelque chose les pressait. Cela rendait même la respiration difficile. Ils commentèrent que personne n'imaginerait un expert si puissant dans un marché de nuit commun.
Ils décrivirent comment l'énergie sombre enveloppait Liu Yu comme un gaz noir, le faisant ressembler à un seigneur de la nuit, et qu'à côté de la tunique jaune, il avait l'air de quelque chose d'extraordinaire. L'un déclara qu'il pourrait l'appeler le roi des tuniques jaunes. Les autres furent d'accord pour dire que le nom convenait. Liu Yu fut escorté vers le patron. Quand Li Sheng entra, il l'observa de près. Liu Yu activa son refuge temporaire. En lui, une abeille émergea. Li Sheng se sentit écrasé par l'aura de Liu Yu. L'ombre enveloppa complètement Shen. Il s'agrippa à ses propres cheveux en essayant de comprendre ce qu'il voyait, le décrivant comme une montagne d'or doré couvrant le ciel. Il sentit que cela pouvait ignorer le passé et le futur, et dévorer le temps où il existait. Il paniqua, insistant intérieurement sur le fait qu'il devait s'échapper. Soudain, du sang coula de la bouche de Li Sheng. Un ver émergea du sang. L'ours fantôme demanda immédiatement si son maître allait bien. Rempli de colère, l'ours fantôme se prépara à attaquer Liu Yu, déclarant son indignation et son intention. Mais Li Sheng l'arrêta et lui ordonna de ne pas être impoli. L'ours fantôme fut confus, mais obéit en disant qu'il suivrait les ordres du maître. Li Sheng se présenta alors à Liu Yu. S'identifiant comme Li Sheng de la division spéciale fédérale, se rapportant à lui avec un respect et une soumission totale, Li Sheng expliqua qu'il avait accidentellement capturé un aperçu de Liu Yu moment auparavant, et espérait que cela ne serait pas mal pris. Il essaya de compenser l'offense précédente, promettant de ne pas participer à la vente aux enchères pour le trésor, et de partager toutes les informations qu'il connaissait. Un autre homme se présenta comme Ma Yang, et salua l'arrivée du maître au marché de nuit. Il commenta que tout le monde savait que les voleurs étaient venus après le trésor, et promit que, s'il recevait une mise à jour, il la livrerait immédiatement à Liu Yu. Liu Yu fut d'accord. Liu Yu se demanda de quel trésor il parlait. Et pourquoi personne ne pouvait expliquer d'une manière qu'il comprenait. Il demanda intérieurement pourquoi tout le monde était si sûr qu'il connaissait déjà ce trésor, et sentit qu'il le traitait comme un porte-parole parfait, qui était arrivé au moment exact. Yang regarda Xiao Qin avec curiosité et demanda qui il était. Liu Yu expliqua qu'elle était venue avec lui. Yang fut d'accord, mais intérieurement, cela semblait étrange, qu'une figure ait amené une fille qu'il connaissait au marché de nuit. Il fut surpris que Liu Yu ait partagé des informations sur le trésor avec elle, et se demanda si cette fille avait une capacité spéciale. Décidant d'être prudent, tout le monde s'assit à la table. Yang expliqua que tout avait commencé il y a un mois, quand les voleurs avaient volé un petit convoi qui transportait 6000 marchandises. Xiao Qin reconnut le nom des voleurs à œil humain, et Yang demanda s'il les connaissait. Xiao Qin dit oui et expliqua que les voleurs à œil humain étaient une bande de criminels cruels, pas des experts dirigés par un sectateur d'un dieu maléfique. Il décrivit que, à travers un rituel, ils devenaient des monstres avec des globes oculaires poussant partout sur la tête, et que chaque œil avait un pouvoir terrifiant, comparable aux techniques secrètes de certains experts. Après être devenus des monstres, ils gagnaient une longue longévité, mais ils étaient aussi maudits par un dieu maléfique inconnu. Il affirma qu'ils ne pouvaient survivre qu'en dévorant des yeux frais de leur propre espèce, sinon leurs yeux et leur corps pourriraient. Il ajouta que, plus ils consommaient d'yeux humains, plus ils devenaient forts, ce qui les amenait à attaquer fréquemment des villages et à devenir des ennemis mortels de l'humanité. Yang frappa la table, furieux, déclarant que les voleurs à œil humain méritaient de mourir. Il décrivit comment plusieurs de ces convois avaient été attaqués par eux, et affirma que voler des fournitures était une chose, mais arracher les yeux des gens ruinait des vies pour toujours. Li Sheng partagea ce sentiment, et insista sur le fait que les voleurs devaient être exterminés. Puis il révéla que le détail le plus important cette fois était que, parmi les marchandises volées, il y avait un œuf de dragon. Liu Yu réagit intérieurement avec étonnement en entendant parler d'un œuf de dragon, et pensa à quel point c'était incroyable. Il réfléchit que même le dragon le plus faible produirait au moins un matériau de grade 2 étoiles. Xiao Qin demanda comment un convoi pouvait obtenir un œuf de dragon, et se demanda s'ils avaient tué 2 dragons adultes. Il expliqua qu'il avait entendu que les dragons valorisaient profondément leur progéniture et que quiconque essayait de voler un œuf serait attaqué non seulement par les parents, mais même par tout un groupe de dragons adultes. Li Sheng clarifia que l'œuf n'était pas un pur dragon, mais un hybride entre un dragon mâle et une autre créature. Xiao Qin interpréta cela comme un dragon métis, discriminé par le sang pur. Li Sheng les avertit de ne pas sous-estimer un hybride, expliquant que son père avait été un dragon de lune rayonnante. Il affirma que, quand il avait testé Liu Yu plus tôt, il avait senti le phénomène manifester et qu'un trésor comme celui-là était quelque chose que seul quelqu'un de niveau lune rayonnante, comme Liu Yu, avait le droit de combattre. Xiao Qin réagit, choqué, en pensant au niveau lune rayonnante, un niveau au-dessus de l'étoile du matin, et se demanda s'il parlait de ces Golden Altamont. Il pensa que c'était incroyable. Il se souvint comment la figure à qui il avait acheté sa copie manuscrite, avec du venin d'araignée tordu, évalué à 10 000 pièces spirituelles, avait montré un tel pouvoir. Il se demanda quel genre de figure divine c'était vraiment.
Il pensa que la situation ressemblait exactement à ces rencontres d'opportunités, décrites dans les romans, et se demanda si cela pouvait être le destin d'un bienfaiteur prédestiné qui l'amènerait au sommet de la vie. Cheng continua à dire que le convoi avait osé trouver l'œuf de dragon non protégé et simplement le reprendre. Mais, malheureusement, ils sont tombés sur les voleurs à œil humain. Le seul survivant avait eu les yeux arrachés, et avait survécu en se tuant. Il avait fait cela pour diffuser l'information, espérant que le trésor attirerait des individus forts, qui élimineraient les voleurs. Cependant, les voleurs à œil humain étaient rusés, et s'étaient cachés pendant longtemps, sans chasser les yeux humains récemment. Mais puisque ces voleurs ne mangeaient que des yeux frais, Li Cheng questionna comment ils pouvaient supporter la faim. Il suspecta qu'il y avait un informateur leur fournissant des provisions secrètes, ce qui l'avait amené à aller au marché de nuit pour demander à Mayan des cas de personnes disparues dans les villes voisines. Liu considéra que s'il obtenait 7 œufs de dragon, il pourrait au moins obtenir un monstre étoile du matin, un sur lequel il pourrait même monter. Il demanda combien ils étaient et la menace fut évoquée. Li Cheng expliqua que les voleurs à œil humain étaient plus de 100, et que leur chef avait mangé des milliers d'yeux. Il estima que le chef était autour du niveau étoile du matin. Et, par conséquent, était très dangereux. Il souligna que le niveau étoile du matin ne signifiait rien pour lui. Il ajouta que, parmi les éveillés, beaucoup avaient déjà entendu la nouvelle. Mais la majorité regardait encore, et peu prévoyait d'agir. Il souligna que, pour quelqu'un du niveau de Liu, il était presque impossible de le trouver dans un endroit comme celui-là. Liu reconnut cela et demanda intérieurement ce que Li Cheng voulait dire par quelqu'un de votre niveau. Il questionna s'ils étaient tous les deux des étoiles du matin. Il se souvint que personne ne pouvait savoir ce qui était vraiment dans le cœur des gens. Il observa que, bien que Li Cheng le traite avec bonté, tout cela était basé sur un malentendu. Il demanda si Li Cheng essaierait de le tuer. Si un jour il découvrait sa véritable force, il pensa au nombre de tours qu'un expert de niveau étoile du matin pourrait avoir et se demanda s'il serait capable de bloquer une attaque à si courte distance. Li Cheng parla avec poids et expliqua que son énergie spirituelle avait été sérieusement endommagée. Il dit qu'il espérait échanger l'œuf de dragon contre un autre trésor qui pourrait l'aider à briser son goulot d'étranglement. Il se plaignit que la barrière ne se brise pas, et qu'il n'avait même pas de direction à suivre. Il affirma qu'il avait 200 ans maintenant, et qu'il approchait probablement de sa fin. L'ours fantôme l'encouragea à ne pas perdre espoir, et insista sur le fait qu'il pourrait définitivement le briser, et que l'ours fantôme continuerait à chercher des trésors pour prolonger sa vie, même s'il ne pouvait pas y parvenir. Li Cheng rejeta cet encouragement et dit que c'était trop difficile. Il expliqua que les trésors de longévité de bas niveau lui étaient inutiles, et que les trésors de plus haut niveau étaient gardés par des monstres, ce qui les rendait presque impossibles à obtenir. Il admit qu'il avait perdu confiance. Liu exigea de savoir ce qu'il venait de dire, et Li Cheng parla de cela où il n'y a rien. Quelque chose n'est, et là où il y a de la difficulté, trouver un homme sage. Liu offrit ces mots en cadeau. Li Cheng fut surpris de recevoir un cadeau. Il répéta la phrase avec une expression sombre, disant que là où il n'y a rien, quelque chose n'est, et là où il y a de la difficulté, disparaît, difficulté, rien. Et puis il cria soudainement. Li Cheng commença à réagir, comme quelqu'un complètement hors de contrôle, pleurant et criant frénétiquement, tandis que l'ours fantôme essayait de le calmer. L'ours fantôme serra les dents, et confronta Liu, exigeant de savoir ce qu'il avait fait à son maître. Liu répondit seulement par un rire bas. Mais intérieurement, il paniqua, et se demanda pourquoi il l'accusait, se souvenant qu'il avait seulement dit une phrase de consolation aléatoire. Après avoir vu à quel point Li Cheng était regrettable, il réfléchit à quel point Li Cheng était têtu, et questionna intérieurement pourquoi, avec le niveau technologique des villes de première classe étant si avancé, cet homme refusait de chercher l'immortalité mécanique ou l'immortalité quantique, insistant plutôt à chercher des trésors de longévité. Puis, Li Cheng se calma soudainement, libérant une vague d'énergie positive de l'intérieur, disant que de rien vient l'être, et de la difficulté vient. Tranquillement, il laissa Jin et Yang tourner en cycle tout en prétendant tout comprendre. Finalement, il annonça qu'il avait atteint l'illumination, et son énergie se répandit dans toute la zone. Xiao Qin réagit avec enthousiasme, et expliqua qu'il avait déjà lu sur ce type de phénomène, l'identifiant comme l'illumination, et affirmant que Li Cheng avait brisé ses entraves, et atteint l'éveil qu'il voulait. Lui observa cela, et pensa que c'était bien, si Li Cheng avait vraiment atteint l'illumination. Mais questionna intérieurement, sur quoi exactement l'homme s'était illuminé, se sentant irrité par le fait que Li Cheng avait atteint l'illumination, après avoir lu seulement une ligne du Dao de Jin, alors que lui-même avait lu le livre entier, sans devenir immortel. L'énergie se répandit bien au-delà du marché, et atteignit les rues extérieures, où de nombreux citoyens furent témoins du phénomène. Ils observèrent les énormes fluctuations d'énergie avec étonnement, photographiant la scène, tout en exprimant l'émotion devant l'intensité et l'échelle de l'énergie libérée.
Certains se demandèrent si un trésor émergeait, tandis que d'autres trouvaient tout si spectaculaire qu'ils imaginaient déjà comment ils montreraient la vidéo à la personne qui les avait bloqués auparavant. L'ours fantôme fut profondément ému de voir son maître si heureux et se jeta aux pieds de Luyu, admettant qu'il l'avait mal compris et qu'il avait été aveugle à sa grandeur. Il supplia pour n'importe quelle punition que Luyu considérerait appropriée, mais il abandonna l'affaire en disant que c'était suffisant. Li Cheng exprima sa gratitude sincère à Luyu et affirma que ses compétences ne connaissaient pas de limite. Il insista sur le fait que Luyu avait vu à travers son rituel de dualité Yin-Yang instantanément et que, sans son aide, il serait mort avant d'atteindre l'ascension spirituelle, ou d'entrer dans le niveau intermédiaire de l'étoile du matin. Luyu, intérieurement, questionna la signification du rituel d'ascension spirituelle et se demanda pourquoi tout dans ce monde était accompagné de termes cultivatifs étranges. Même ainsi, il garda ses pensées pour lui, et dit seulement qu'il avait offert une simple suggestion. Li Cheng déclara que, si de si petites suggestions venaient de Luyu, il serait prêt à les écouter pour le reste de sa vie, et rester à ses côtés pour toujours. Luyu rejeta l'idée intérieurement, irrité, se souvenant que personne ne voulait passer sa vie avec un vieil homme de 200 ans. Puis le groupe réalisa que l'aube arrivait. Luyu commenta que le jour était sur le point de naître, et décida qu'il devait retourner. Li Cheng offrit de l'escorter, mais Luyu refusa. Li Cheng accepta et s'écarta. Luyu mentionna alors qu'il y avait un cadet qui pourrait avoir besoin que Li Cheng s'occupe de lui, et demanda sa carte. Li Cheng promit de faire de son mieux pour s'occuper de ce jeune homme, ajoutant qu'il était prêt à offrir le peu de force qu'il avait chaque fois que Luyu en avait besoin. Xiao Qing se souvint qu'il lui devait encore 99 999 pièces spirituelles, et promit qu'il courait vers lui chaque fois qu'il l'appellerait. Luyu nota intérieurement que ses visites commençaient à être un peu excessives. Luyu se prépara à partir et les trois dirent au revoir. Il rentra chez lui, enleva son masque, changea de vêtements et s'assit confortablement sur le canapé, tout en réfléchissant à quel point c'était parfait. Quand il exécuta un autre costume, il sentit que, s'il ne poursuivait pas une carrière d'acteur et de roi du cinéma, son talent serait gaspillé. Il reconnut que créer une personne puissante cachée dans les coulisses lui permettait d'intimider les autres. À partir de ce moment, il décida que Luyu, entrerait dans le monde des éveillés sous le déguisement d'un cadet, s'assurant que personne ne remettrait en question son identité. Il se souvint qu'il devait seulement attendre le bon moment avant d'agir et déclara mentalement que tout commencerait maintenant. Puis il invoqua ses trois serviteurs des ombres et leur ordonna de commencer à patrouiller la ville immédiatement. Il expliqua que les voleurs à œil avaient besoin de lieux frais. Par conséquent, il ne pouvait pas les transporter sur de longues distances. Ainsi, tout indice sur le trafic d'êtres humains ou les voleurs à œil devait lui être rapporté immédiatement. Les trois serviteurs se transformèrent en liquide et disparurent pour accomplir l'ordre. Luyu prit un livre, commença à lire et apprit comment le système des éveillés fonctionnait, absorbant les détails avec une curiosité croissante.